Bonjour et bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Cet épisode fait partie de la capsule dédiée à Race Across France 6e édition, le sommet du cyclisme ultra-distance. Dans cette capsule, nous mettons en avant des femmes et des hommes qui ont eu l'audace de s'aligner au départ de cette incroyable aventure cycliste, que ce soit 300, 500 000 ou 2500 km. La grande distance s'élance du Touquet pour 2500 km à travers les paysages de France. Depuis Megève pour le 1000 km ou encore depuis Saint-Jean-en-Royan dans le Vercors pour le 500 km, et tous les participants du 300 km feront une formidable boucle au départ et à l'arrivée de Mandelieu-la-Napoule, une destination exceptionnelle que tous les participants de toutes les distances vont tenter de relier. Nous souhaitons également exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus sur cet événement. Un grand merci à Van Rissel, notre presenting partner, mais aussi à Assos, Komoot, The Beam, Gollum, Bollé et Olifat pour leur précieux soutien. Nous vous invitons à écouter les témoignages inspirants de ces femmes, de ces hommes et à découvrir les défis, les émotions et les victoires personnelles qu'ils ont vécues lors de leur préparation sur Race Across France 2023. Restez à l'écoute pour les nouvelles capsules passionnantes qui sortent donc chaque jour et continuez à suivre l'aventure Race Across France sur raceacrossfrance.cc où vous pouvez suivre et même commenter l'évolution des participants en live. Bonne écoute et à très bientôt. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Charles, un homme qui mène une double vie, coursier de profession et cycliste ultra-distance par passion. Pierre a réalisé l'exploit remarquable de terminer pas moins de 4 fois la course Race Across France, une épreuve de 2500 km à vélo, repoussant sans cesse ses limites physiques et mentales. Mais ce n'est pas tout. En dehors de ses compétitions, de ses épreuves de cyclisme ultra-distance, Pierre parcourt régulièrement plus de 60 000 km à vélo chaque année, une distance qui laissera la plupart d'entre nous sans voix. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'univers de Pierre Charles, découvrir ce qui le motive à se lancer dans de telles épreuves d'endurance et les défis auxquels il est confronté sur son chemin. Nous allons explorer son parcours, sa préparation, ses moments forts et ses moments de doute, ainsi que les leçons qu'il a tirées de ses expériences. Alors, attachez vos chaussures et préparez-vous à une conversation passionnante avec un véritable héros de l'ultra-distance, Pierre Charles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec celui que de nombreuses personnes appellent le King, le patron. C'est tout simplement Pierre Charles. Alors, Pierre Charles est avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode de la capsule Ultra Talk et Race Across France. Bonjour Pierre, merci de t'être rendu disponible. Voilà, au moment où on enregistre, on a une semaine du départ, mais en tout cas, tu viens de terminer ta journée de travail et tu t'es rendu disponible pour venir nous partager ton parcours. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi pour ton invitation pour ce podcast. C'est un plaisir aussi d'être là et puis de parler de ce que j'aime. Et donc, on avait déjà fait un épisode ensemble. C'était juste quelques minutes avant de faire ta première édition. Je t'avais vu arriver, je me souviens, au stade Eric Estival à Mandelieu. Et on avait vu que ce jeune était hyper motivé d'être au départ, hyper enthousiaste de s'élancer dans cette aventure. L'enthousiasme, t'es un petit peu plus vieux, on est un petit peu moins jeune, mais en tout cas l'enthousiasme que tu dégages est toujours là. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas Pierre Charles, s'il en existe dans le monde de l'ultra-distance, je vais te laisser te présenter Pierre. D'abord bonjour à tous. Alors je suis coursier à vélo à Lyon chez Fan-Labise depuis là je suis dans ma 8e année, donc j'ai commencé fin 2015. Et j'aime toujours autant ça. C'est jamais facile, il y a des journées plus dures que d'autres. Aujourd'hui, on fait partie. Mais je vis de ma passion et en dehors de ça, je fais de l'ultra distance depuis 2019 et la Race Across France par laquelle je suis venu à l'ultra et par laquelle je prends plaisir à revenir chaque année parce que je prends plaisir à faire cette course, même si je suis loin des cadors. J'aime me défier, j'aime participer un peu à l'ambiance, à l'effervescence et à voir grandir cette course aussi, ça me fait plaisir, et partager un peu mon vécu aussi. Alors Pierre Charles, effectivement, sur cette année 2023, elle est seule prétendant à pouvoir
terminé à 5 reprises cette édition. Donc, alors je vais donner les temps quand même, hein, parce qu'il y a une régularité. On parlera de l'année 2022 qui était particulière, mais il y a une régularité assez impressionnante. La première année où il l'a fait, Pierre Charles a mis pour les 2500 km qui étaient de Mandelieu au Touquet, hein, les 3 premières éditions auxquelles tu as participé, en 7 jours, 7 heures et 51 minutes. La deuxième année, il a mis 7 jours, 5 heures et 24 secondes. Et la troisième édition dans ce sens-là, Mandelieu à Napoule, il a mis 7 jours, 1 heure et 11 minutes. Donc, très régulier dans son évolution. L'année passée, il a mis 9 jours et 41 minutes. Un peu particulier. Quelles ont été les raisons l'année passée qui ont fait qu'il y a eu un écart de plus d'1 heure et demie, 2 heures dans tes temps de référence? Elles tiennent en un mot, la météo. Voilà. On en a parlé juste avant d'ouvrir les micros. C'est vrai que l'année passée, on a eu une édition très particulière avec des orages pendant 4 à 5 jours très très violents dans les Alpes qui ont retardé de nombreux participants. Et ben voilà, Pierre était pris dans ces orages et a joué la sécurité, ce que l'on avait demandé d'ailleurs à tous les participants, pour être finisher et arriver au bord de mer, au bord de la Méditerranée, à Mandelieu à Napoule. Avant qu'on rentre dans l'histoire entre Race Cross France et toi, je me suis, même si on se connaît, hein, j'ai un petit peu regardé Pierre Charles sur les réseaux. Alors, tu es effectivement livreur, coursier à vélo depuis plus de 8 ans dans Lyon. Et puis, il s'est trouvé que pendant le Covid, moi, ma question, c'est entre la dernière fois où on a échangé sur le podcast et aujourd'hui, il y a eu un Covid qui est passé. En tant que livreur, coursier à vélo dans Paris, comment tu as occupé ton temps à ce moment-là? Ben moi ça a strictement rien changé. Tout s'est arrêté, voilà. Non, le contexte était totalement différent. C'était particulier. C'était un autre monde. Mais nous on avait la chance de pouvoir être à l'extérieur, donc on savourait d'autant plus. Il y avait personne. Il y avait personne sauf nous. Donc ça nous a soudés, l'équipe qui était là. On s'en souviendra toute notre vie. On était c'est un petit comité, mais ouais, c'était assez particulier. On l'a assez vite oublié, mais on est passé par là et ça nous a. C'était il y a 3 ans. Ça nous a un peu transformé et c'est aussi ça qui a donné, je pense, un peu l'essor de l'ultra. Je pense qu'après il y a vraiment eu une effervescence, quelque chose de bon à tirer de cette période en fait. Je pense. Et comme dans toute période difficile, effectivement, il faut savoir rebondir et garder le positif. Est-ce que c'est cette année-là où tu as battu ton record de kilomètres à l'année? Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, le gars s'est un peu renseigné quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. En plus, des fois, je me dis, c'est pas possible. Alors, est-ce que je pense aux auditeurs, hein, avant que tu annonces le chiffre de kilomètres roulés cette année-là en 2020, vous vous installez confortablement, vous êtes assis, ça va être un chiffre qui va vous impressionner. Combien de kilomètres t'as parcouru en 2020, Pierre? Eh ben, j'ai une année à 68 000, mais en fait, sur 12 mois, je voulais vraiment fixer un chiffre, c'est 72 000 pour faire les 200 par jour, et sur une période de 12 mois, je les ai fait, mais pas sur une année civile, mais sur 12 mois d'affilée. En décalé. Donc, on va dire que sur une année civile, j'ai fait 65 et 68. 200 kilomètres par jour, tout au long de l'année. Ouais, avec pas mal de cargo, donc ça biaise un peu l'effort. Ça fait baisser la moyenne, mais pas les efforts. Hein, donc tu m'étonnes. Mais bon, faut que ça reste du plaisir. Faut pas verser dans l'excès. J'ai appris de cette période. Je sais pas si. Je pense que je pourrais le refaire physiquement. Je sais pas si mentalement je serais prêt. Ouais, j'allais dire, est-ce que après il faut l'envie parce que c'est d'une exigence incroyable. Est-ce que tu as été la personne qui a le plus roulé sur cette terre cette année-là? Non, il y avait toujours pendant 4 ans, j'étais 3e, enfin sur Strava en tout cas, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui roule plus que sur Strava. Après, c'est un avis qui engage que moi, mais il y avait un Américain, Keith Roy, et un Slovaque, Peter Hortal. Les deux roulent beaucoup. Après, ils font du Zwift, ils font du plat, donc chacun sa pratique. Et chacun respecte les pratiques des autres. Faut pas chercher à se comparer à partir d'un réseau social. Je trouve que c'est un peu stupide. Faut juste qu'il y ait chacun encourage. Si on veut vraiment se comparer, ben autant faire la compète et être au départ de la rafle. Là, on peut se comparer. Mais ça sert à rien de faire sur le kilométrage. Ouais. Sur le kilométrage, ouais. C'est que des chiffres sur un ordinateur. Mais bon, après c'était cool quand même de. Ouais, tu les as quand même roulés, en tout cas 68 200 par jour, bravo, en tout cas félicitations pour ça. Voilà, je voulais juste mettre en avant la performance. Alors c'est pas anecdotique et c'est pas isolé, c'est-à-dire que
tous les ans, régulièrement, tu es autour de ce kilométrage-là. Ouais, Voilà. sauf l'année dernière où j'ai quand même vraiment diminué pour faire un peu plus de qualitatif, pour vraiment profiter. J'ai vraiment eu ce besoin de De ralentir. rééquilibrer un peu ma vie à côté, d'avoir un peu plus de liens sociaux. J'ai eu des périodes un peu difficiles, des Covid à chaque fois en fin d'année où l'hiver m'affaiblit et physiquement je craque. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital à cause du Covid. J'étais tellement affaibli justement à la fin de l'année des 68 000, parce que les 68 000 je l'ai fait sur 11 mois, parce que je passe un mois à l'hôpital à cause du Covid. Donc j'ai vraiment failli passer, et ça m'a quand même des amis et mes proches m'ont quand même fait prendre conscience que voilà, je pouvais mourir de cet excès-là, donc il fallait pas Parce que ton corps était... tu avais affaibli ton corps. Ouais, je l'avais affaibli, donc voilà, c'est des choses que Alors, ça c'est intéressant, Pierre, mais est-ce que ça a été une prise de conscience pour toi, c'est ce moment-là? Ouais, je m'en suis... Enfin, et surtout que l'année d'après, exactement la même chose. Peut-être que le fait de me fixer un objectif de kilométrage annuel, Fait qu'en fin d'année, tu relâches. En décembre, je commence à faire mes calculs, à me dire voilà, je me souviens l'année dernière, je me dis allez, il me reste un mois, je dois faire 157 bornes par jour en moyenne pour atteindre tel objectif. Et je me dis ça va, sur le papier, je vais rouler 2 heures après le taf. Et bon, des fois sous la pluie de nuit en hiver, c'est pas marrant, mais ça se fait. Et je pense que cette pression-là c'était trop de pression, et c'est aussi ça qui a fait peut-être que je suis tombé malade. Mais du coup, je suis tombé malade 2 années de suite à la même période, donc c'est peut-être pas non plus le hasard. Le hasard, ouais. Et donc là, j'ai décidé vraiment de relâcher, de pas regarder les chiffres. Sans regarder les chiffres, j'arrive quand même à faire des belles années. L'année dernière, je fais 56 000 juste en roulant, en je faisant pense aux plaisir. gens qui nous écoutent en disant je fais juste 56 000. Ouais, mais 56 000 plus qualitatif et surtout partagé. Vraiment, c'est ça aussi que vers la pratique vers laquelle je vais. Parce que là, je roule sur des routes d'école que j'ai fait 2 ou 3 000 fois. Donc c'est un peu compliqué de pas le faire en mode pilote automatique. Mais ce qui me permet d'apprécier ces moments-là, c'est que là, j'en partage beaucoup en fait, et je fais découvrir cette pratique du vélo et mes petites routes d'entraînement, donc c'est cool. Bon, génial. En tout cas, voilà, on pourra, je pense, dans les échanges creuser un petit peu tout ça. Je reviens juste en 2019. Comment est-ce que tu as découvert l'ultra? Et en 2019, première édition où tu participes à Race Cross France, pourquoi tu t'inscris à Race Cross France? Eh ben parce que je gagne mon inscription avec Caroline Souberou, que je salue au passage, sur un concours Facebook Héroïne qui sponsorisait, qui était le partenaire vélo de l'époque avant que Van Rissel le soit, mais c'est vrai que tu gagnes effectivement un jeu concours, puisque à l'époque la marque cherchait 2 personnes pour les suivre pendant l'événement et les filmer. Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais quand j'ai appris le truc, j'étais comme un fou. Et effectivement, tu gagnes ta place, et donc avec Caroline, vous avez été suivis pendant la Race Cross France, que tous les deux vous avez terminé. Il y avait un écart, c'est vrai, assez important à la fin. Je vous invite d'ailleurs je pense que la vidéo est toujours disponible sur YouTube. Ouais. Elle est magnifique. Donc c'est comme ça que tu mets le pied à l'ultra distance. Et quel a été ton état d'esprit? Qui était Pierre Charles entre le début et la fin? Bah, j'ai tout appris. Je savais rien de l'ultra. Je suis parti comme sur une cyclo. Et déjà au bout de 40 km, je crève sous la pluie. J'avais pas des pneus du tout robustes. J'avais surtout j'avais très peu d'équipement. Le vélo chargé, j'avais moins de 10 kilos. Donc j'étais pas du tout équipé pour le froid. On part à Mandelieu, il devait faire 35 degrés. Il y avait des orages, je me souviens. Il faisait très chaud. Vous êtes parti sous la pluie même, je crois. Ouais, le matin à 4 heures sous la pluie, ouais. Et je me souviens d'avoir pris un énorme coup de froid dans le Galibier. Je sais pas combien il y avait dans la descente à 3h30 du matin. J'avais juste mon petit coupe-vent par-dessus le t-shirt et tout était blanc à côté. Je me dis waouh. Alors tu sais qu'il y a une anecdote dans le Galibier, parce que tu arrives en hypoglycémie ou hypothermie à Valoir. Ah ouais, je me fais récupérer par... C'est ça, moi j'en parle souvent aux gens qui me demandent des anecdotes de la course. Alors je lui parle de cette anecdote, mais je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou une année d'après, c'était là. où tu as été hébergé par des personnes. Ah ouais. Et tu as halluciné, enfin tu ne sais même pas. Je sais même pas, j'avais tellement, je pense que j'étais pas assez lucide. Alors j'aimerais que tu nous partages ça, parce que j'en parle à beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui, je pense, peut-être me le disent pas, mais ne me croient pas sur moi je m'en souviens. Ce qui t'est arrivé. Donc est-ce que tu peux nous partager ce qui est arrivé? Eh ben j'étais en hypothermie totale, hein. Entre le Galibier et Valoir, il y a que 17 km de descente. Ça peut aller assez vite et on peut très très vite prendre froid. En plus j'avais transpiré dans la montée, donc
J'arrive à Valor, mais je sais pas, j'étais vidé, je tremblais de tout mon corps. Et là, les premières personnes que je vois, les seules, c'était un couple avec qui sortait leur chien à 3h30 du matin, donc en même temps il y a pas grand monde. Et bon, je pense qu'ils étaient bien éméchés, mais bon, ils m'ont quand même, je leur ai expliqué ce que je faisais, l'état dans lequel j'étais. Ils m'ont dit, bah viens, on va te réchauffer, on va te permettre de dormir un peu. Donc je me suis un saucisson, chocolat chaud, tout allait bien et tout. J'ai quand C'est même... sympa, saucisson, chocolat chaud. Ah ouais, bah de toute façon, tout passe là. C'est tout vrai qu'à passe, cette heure-ci, tout passe. dans lequel on peut être, tout passe. Du coup, je commence à m'endormir un peu sur le canapé, mais quand je suis chez des gens que je connais pas, je fais quand même attention. Puis je savais qu'ils étaient quand même bien arrachés. Enfin, je voyais un peu, ils tournaient pas qu'à l'eau, quoi. Donc au bout d'un moment, ils commencent à regarder sur l'ordinateur Heroin Back et tout. Et là, j'entends, mais vas-y, sors la ficelle et tout, sors le couteau. Ça se trouve, il devait se dire, bon, il dort pas, on va essayer de lui faire un peu peur. Il y a de grandes chances pour que ça soit juste du bluff et pour rigoler un peu. Mais moi, j'étais pas en état de faire la part des choses. T'avais pas envie de rigoler. Ah, moi, ça m'a rajouté un gros coup de stress, un gros coup de boost, donc je pouvais pas dormir. Donc j'avais peur, je pouvais pas dormir. Donc là, il y a qu'une chose à faire, c'est repartir. Et par chance, mon téléphone sonne et c'était le camping-car qui suivait. Et là, du coup, j'ai une bonne excuse pour partir. Je leur dis, bon, écoutez, je crois qu'il y a un concurrent qui revient, je vais repartir. Je fais vraiment le mec serein, je repars. Et j'arrive à Saint-Michel-de-Maurienne et j'ouvre une porte d'immeuble, je dors et là, ouf. Serein, quoi. Mais ouais, je me suis peut-être fait peur un peu tout seul, hein, mais... Donc c'est quoi, de mémoire, tu t'es dit, voilà, ils vont me... Il y a une probabilité qui sortent vraiment la corde et je sais pas ce qu'ils auraient fait, hein, mais j'ai pas envie que ça parte en auberge rouge, cette histoire, donc je vais y aller. Puis toute mon enfance a été bercée par ces histoires d'auberge rouge, j'ai grandi par là-bas, donc je me dis bon, non, pas moi celle-là, on me la fait pas. Et donc effectivement, tu as profité de cet appel pour déguerpir, mais, ouais. mais moi je me souviens quand tu nous l'as raconté, ça nous a profondément là je rigolais pas du tout. Profondément marqué, ouais. Et puis donc c'est vrai que cette première édition, deuxième édition, bah tu découvres, tu veux performer. Et puis comment s'est développée ta relation, Pierre, avec l'ultra-distance au fur et à mesure des années? Maintenant, t'es quand même une référence dans le monde de l'ultra. Les gens te connaissent, les gens te suivent. Et toi, ta relation avec le vélo et l'ultra-distance, comment est-ce qu'elle a évolué? Ben, de toute façon, ma relation avec l'ultra, c'est que je me suis rendu compte avec le niveau augmenté vraiment de manière pas exponentielle, mais il y a quand même un énorme gap entre ceux qui performent réellement et puis moi qui suis simplement finisher. Et la première année, ouais, j'ai pris des risques au niveau du sommeil. Et les années suivantes, j'ai dormi 6 heures en moyenne par nuit et j'ai amélioré mon temps. En améliorant mon temps. Donc ça, c'était... Et puis en prenant plus de plaisir, parce qu'en dormant... Parce que, alors tu dis les plus performeurs mettent les cadors sont loin devant. Enfin, 7 jours à 1 heure ou 2 heures près. C'est déjà une sacrée performance. Je voulais vraiment passer, je voulais voir le 6, mais ça se transformait en 9 du coup. Je me souviens l'année passée, l'année où pas l'année passée, mais l'année d'avant, j'étais avec ta maman à l'arrivée. J'étais en lice pour passer dessous. Il veut absolument passer sous les 7 jours et il y a 1 heure et quelques minutes en plus. Je sais exactement où ça s'est joué en plus. Mais je peux comprendre cette frustration parce que moi sur les États-Unis, j'ai mis 11 jours et 2 heures et 38 minutes et ces 2 heures et 38 minutes, je les ai toujours en travers de la gorge parce que ça serait passé à 10 et non plus à 11. Ah ouais. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc je comprends parfaitement, mais c'est vrai que tu as plus dormi et tu as été de plus en plus vite. Et par rapport à ça, quel est ton avis en tant que cycliste ultra-distance expérimenté? Quel est ton avis sur cette règle sommeil que l'on a mis en place cette année justement? On a totalement innové en mettant en place cette règle sommeil. Toi, ton avis de cycliste ultra-distance, qui le pratique non pas depuis 6 mois, mais depuis plusieurs années, quel est-il? Moi, je peux que valider. Après, je pense que certaines personnes, justement, comme Steven, comme Victor Bouscavé, qui, eux, maîtrisent vraiment la dette de sommeil, qui arrivent à rouler en dormant très peu. Par rapport à eux, je sais pas. Mais pour la sécurité globale, je pense que c'est une bonne chose, hein. Et j'avais fait une course dans les Pyrénées où on était obligé de dormir 3 heures par au moins 2 blocs d'1 heure et demie. Et là, non, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important quand même. Bah, c'était nécessaire. Nous en fait,
Alors cette règle de sommeil, hein, de dormir, je le rappelle. Alors c'est pas une règle de sommeil d'ailleurs, parce que le sommeil, on ne peut pas le contrôler aujourd'hui. Ça serait du déclaratif et c'est voilà. C'est une règle de repos, voilà. En tout cas, c'est une règle d'arrêt effectivement qui cumule les temps de votre GPS pour les 1000 et 2500 km. Et dès que vous vous arrêtez, il y a un compteur qui se met en route, ça tourne, et donc toutes les 36 heures effectivement, il faut que les participants se soient arrêtés 4 heures. Et on n'a pas voulu être dans le contrôle. On a voulu être dans la, on n'a pas voulu être dans l'imposition. Voilà, on n'a pas voulu être dans l'imposition de dire vous vous arrêtez toutes les 24 heures un nombre d'heures. Là, 36 heures, ça laisse du champ pour aller te challenger au niveau de la fatigue. Ouais, puis mais déjà... ça ne t'emmène pas 2 jours non-stop sans sommeil. Et on le sait parce qu'on a travaillé avec un scientifique. On a travaillé, c'est qu'on travaille avec Rémi Urdiel, qui est un chercheur scientifique reconnu dans le sommeil, dans la gestion du sommeil, qui est d'ailleurs présent sur Race Across France au moment où on se parle. Le départ est dans quelques heures. Rémi est avec nous au Touquet et équipe des coureurs qui se sont portés volontaires pour étudier leur sommeil. Donc il y a une 40aine de participants qui vont être équipés pour étudier leur sommeil, ce qu'on a fait à Paris, ce qu'on a fait en Belgique, et ça nous permet de faire une expérience, une recherche sur 3 ans, et donc ça va faire évoluer un petit peu la discipline, puisque aucune étude sur le sommeil n'a été faite dans le vélo, ça a été fait dans le trail, ça a été fait dans la voile, mais pas dans le vélo. Et donc on travaille avec Rémi pour ça. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on a mis, et donc on a fait travailler des modèles pour savoir à quel moment est-ce que le participant était en zone rouge. La zone rouge, c'est la somnolence, les hallucinations, et en fait 36 heures nous semblait être c'est énorme hein, déjà. Enfin... C'est déjà énorme, mais ça nous semblait être ce qu'on ne voulait pas, c'était emmener le participant à 2 nuits, donc 48 heures, où là il y a un vrai danger, et là, même si on est fatigué, on a un vrai danger de s'écrouler, parce que le corps dit stop, et donc on s'endort sur le vélo, et là c'est très dangereux. Est-ce que tu as déjà eu, au cours de tes différentes expériences, Pierre, des hallucinations? Plein, ouais. Plein. Je me souviens vraiment d'une. Liées au manque de sommeil, liées à la fatigue, liées aux deux, liées est-ce que tu as pu faire un lien? Ah ouais, il y en a une, je me souviens très bien, en sortant de Grenoble un soir vers Sassenage, je me souviens d'un portique, un panneau au-dessus de la route qui, pendant 10 km, il avançait en même temps que moi. Ah mais je m'en souviendrai toute ma vie de ce truc. Et quelle était ta réaction? C'était, tu t'es arrêté en disant, bah attends, j'ai halluciné complet, non, là. Là je commençais ou vraiment... Tu t'es rendu compte que t'hallucinais, ça te faisait rire? Non, je me suis pas rendu compte que j'ai pas rendu compte. J'ai continué, là j'avais même pas fait ma première raf, et là c'était sacré, c'était 2 mois avant, ouais. Ah ouais. Ah donc t'étais en pleine prépa, tu débutais. Ouais. Mais je connaissais même pas les hallucinations, j'ai pas compris ce qui s'était passé. J'étais vraiment dans un état second, je pense. Et ta relation justement avec le sommeil, avec l'alimentation, est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure de ton expérience? Ouais. Avec l'âge, on se rend compte. Je me souviens de mes premières rafles, je me dis, je peux vraiment manger n'importe quoi. De toute façon, le corps il élimine tout, c'est une machine, et tu te rends compte que ça peut vite, au fur et à mesure des années, le corps il s'use et il est plus fragile, et ça peut se retourner contre soi, une mauvaise alimentation, être contre-productif. Donc il faut le ménager, et voilà, j'ai l'avantage de commencer à me connaître un peu et de savoir les combos à ne surtout pas faire, parce que quand on manque de lucidité, des fois on a vite fait allez vas-y Coca glace et ça va repartir, et le Coca glace c'est la pire des choses. Ça, enfin à titre personnel, je sais que ça me retourne le ventre, c'est une horreur. Donc il faut l'expérience ça aide à se connaître, et l'alimentation c'est quand même important. Même si je suis pas exemplaire là-dessus, j'essaie quand même d'être un peu propre et de pouvoir gérer de pas être en déficit aussi de protéines, ce que j'avais fait sur ma première édition. Je crois que j'avais une énorme fonte musculaire, parce qu'au final j'ai complètement zappé les protéines. Donc tu perds combien en moyenne sur une Race Across France? Je peux perdre 6 kilos à peu près. Ouais. 1 kilo par jour. Ouais, pratiquement, ouais. Un petit peu moins, mais... Et tu penses que c'est dû à quoi? Il y a beaucoup de pertes d'eau et de pertes musculaires. Moi, je perds beaucoup en muscles. Ouais, je sais que... C'est quoi, c'est un déficit calorique, ou c'est ta physiologie qui est comme ça? Je crois que moi, pour entretenir... C'est énorme, hein. 1 kilo par jour, ouais. Mais j'ai un métabolisme vraiment qui est pas fait pour être musclé, je pense. Donc, dès que je l'entretiens pas, je sais que là, le métier de fin la bise, je fais du vélo cargo qui quand même mobilise beaucoup le haut, fait beaucoup de manutention, et je mange beaucoup la journée. Donc ça permet quand même de garder un certain poids et puis une certaine musculature en haut du corps
qui sur une course d'ultra, le haut du corps est pas du tout sollicité, et je vois, mais je fonds, mais comme de la neige, quoi. C'est un peu frustrant, mais bon. Donc tu finis super affûté. Ouais, et quelle est ta relation avec les autres participants? Parce qu'aujourd'hui, Pierre-Charles, qui ne connaît pas, tout le monde connaît Pierre dans le monde de l'ultra, parce que tu t'es fait un nom. Quelle est ta relation avec les autres participants? Je sais que t'es pas avare de conseils. C'est une de tes qualités. Ouais. C'est un plaisir déjà quand je suis au départ de voir toutes ces têtes connues. Et c'est pour ça que là j'ai un énorme coup de blues, parce que. Alors coup de blues, voilà, on l'a pas dit en intro d'épisode, mais Pierre, si vous écoutez cet épisode, vous ne croiserez pas Pierre au Touquet, puisque Pierre, pour des raisons professionnelles et uniquement professionnelles, ne sera pas au départ et donc ne pourra pas être le seul. Il est le seul à avoir terminé 4 fois. Déjà, c'est un exploit. Il ne sera pas en liste pour être le premier 5e finisher de Race Cross France. Alors, tu sais, je te rassure, on t'avait fait un beau trophée de 50 cm, beau trophée. Écoute, voilà, il est là. Sache qu'il est là et que il t'attendra. C'est pas trop tard, là, je suis encore dans les temps pour arriver au Touquet, là, je suis en train au moment où l'épisode est diffusé. J'y pensais toute la nuit. Voilà, il t'attendra l'année prochaine, voilà, ce n'est que partie remise, mais plaisir. Voilà. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, qui espèrent voir Pierre, eh bien, écoutez, voilà, cette année, en tout cas, le dossard de Pierre-Charles qui lui est attribué à vie ne sera pas en mouvement, contrairement aux 4 années passées. Je viendrai peut-être faire un petit coucou sur la route. Hier, j'ai eu Loïc Lepoutre, auquel je salue, qui m'a dit, ouais, t'es pas au départ, mais j'espère que tu seras sur la route. Ben ouais, j'espère bien. Ah, écoute, ça sera un grand plaisir de te croiser, que ce soit sur la route ou même à distance. Ça, tu le sais, tu fais partie de l'épreuve. Et justement, par rapport à Race Cross France, qu'est-ce que tu peux dire sur cette épreuve? Je sais qu'on a une relation particulière parce que t'es venu la 2e année. Enfin voilà, on se croise, on est lyonnais tous les deux, donc on se croise régulièrement. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié quand ton papa et ta maman venaient t'accueillir au Touquet. On passait toujours un moment très très sympathique. Quelle est ta relation avec cette épreuve? Comment tu l'as vu évoluer? Je l'ai vu évoluer. C'était impressionnant. La première année où tu as participé, on était 63 au départ. Ouais, c'était un tout petit monde. Mais dès la 2e année, je me suis rendu compte, il y a eu un énorme gap entre la première et la 2e année. Et après, ça a grandi, mais c'était moins violent que. En fait, c'était surtout entre la 3e et la 4e année. La 3e année, on était 170. Ouais. Un tout petit peu moins, 167. Et la 4e année, on était 850. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Donc le même niveau quasiment que cette année. Ouais. Donc là, il y a eu un gap énorme, énorme. Mais ouais, non, la relation avec cette course, c'est du plaisir déjà de participer à cette aventure, de retrouver pas mal de têtes connues et de justement de rencontrer des gens, parce que quand on est moi je vais pas jouer un classement, donc j'essaie juste d'être finisher, donc je suis globalement au milieu ou dans le premier tiers, mais c'est une ambiance vraiment solidaire que j'adore en fait. C'est plus une ambiance d'aventurier qui tente de faire la course contre lui-même. Et là, le fait d'apporter un peu mon expérience et mes conseils par rapport aux endroits que je connais, par rapport à la gestion, c'est génial, quoi. Ça crée des liens. Et puis, ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui, à la fin de la course, nous le disent. J'ai croisé Pierre-Charles, il m'a donné des conseils, c'était sympa. Donc, t'as vraiment un impact sur l'environnement de l'ultra. Alors déjà, effectivement, tu connais. Tu connais toutes les routes de France, peut-être, en faisant 68. Justement, il manque les Vosges. C'est pour ça que cette année, ça aurait été génial. Ça aurait été bien. J'ai fait que la super planche des belles filles dans les Vosges. Par contre, je m'en souviendrai toujours. Ouais, j'imagine, parce qu'il y a un virage avec un pourcentage assez impressionnant. Mais oui, donc tu connais en grande partie les routes de France, tu connais la discipline, tu connais l'esprit et le règlement de l'épreuve. Et je peux comprendre ta frustration, mais selon toi qui es parcouru l'Europe, parce que tu as parti à un moment donné par 3 mois sur les routes d'Europe, qu'est-ce qui fait que cette épreuve soit si particulière pour toi qui en as vu d'autres ou Ouais, je connais des gens aussi, parce que j'ai mes cousins qui sont dans le Nord et qui chaque fois viennent me voir soit à l'arrivée soit au départ. Donc ça, l'année dernière, j'ai presque les larmes aux yeux au départ. Heureusement que j'ai les lunettes, parce que c'était un très beau départ l'année passée. Ouais, je crois que je pleurais dès le départ en fait. Il y avait du monde, les plus anciens sont partis les premiers. Ouais, donc ça c'était assez dingue. Bon, par contre, je me suis fait doubler, j'ai pris des avions de chasse. Mais c'est une course où je connais du monde
parmi les participants, mais aussi sur la route. Donc c'est doublement, c'est génial en fait d'avoir tout ce soutien. Et puis même à l'arrivée aussi, à Mandelieu du coup, je connais du monde, donc c'est ouais. Et donc je pense que 2024, j'y serai, même si on sait jamais, hein, peut-être que la map peut changer. Race Across France nous réserve des surprises. D'ailleurs, le parcours chaque année, il changeait un petit peu, et je me suis fait piéger 2-3 fois où je prenais des routes un peu en mode pilote automatique, en me disant bon c'est bon, je connais la map, pas de souci. Je commence à regarder GPS. La map elle était 2 km à droite, mais 100 mètres plus haut, du coup là, un petit demi-tour. Ouais. Ouais, on fait évoluer, c'est vrai que tout, c'est le but, c'est qu'il n'y ait pas de lassitude auprès des participants, que les personnes découvrent des routes, et on fait un très très gros travail en équipe sur ça. Donc il y a des personnes qui mappent, des personnes qui vont reconnaître. Ouais. Donc j'en profite pour remercier toutes les équipes qui nous accompagnent sur ça. Ils se reconnaîtront, mais on fait un gros travail de reconnaissance pendant toute l'année sur ces parcours, parce que 2500 km et une machine qui se met en route pour 10 jours comme elle va se mettre en route aujourd'hui. Il y a le point de départ qui est donné au Touquet, certes, mais dès que le dernier participant s'était lancé, toute l'équipe se dispatche en France. Certains vont à Lille, d'autres vont à Mulhouse, d'autres vont redescendre sur Lyon pour ensuite aller à Megève. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Mais en même temps, quand on vous voit tous vous élancer avec le sourire ou les larmes aux yeux au départ, c'est pour ça aussi que l'on fait ça. Et je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur tes différentes participations. Quel a été le moment ou les moments les plus difficiles pour toi sur ces 4 participations à Race Across France grande distance? En fait, j'ai fait 4 participations, mais je pourrais vraiment les classer en 2. Les 3 premières éditions qui quand même ont été assez similaires. J'ai amélioré chaque année mon temps. Il faisait super beau. Bon, même si j'ai eu moins 10 dans le Galibier, il neigeait pas. J'ai quand même eu du soleil, pas de pluie. Et l'année dernière où là je pense c'est Karma qui m'a dit bon écoute, t'as pas vous avez tous eu, c'est vrai qu'il y a eu 4 jours très et puis à partir de minuit, la première nuit, il y avait des arbres qui traversaient la route, donc on se dit bon, ça va être compliqué de faire c'est ça. Toutes les nuits on prenait la première nuit, c'est parti. Ah ouais. Puis je me souviens, je roulais une nuit vers Guignon avec un magnifique région. Mais tu sais que c'est ma région d'origine. En fait, Race Across France, j'ai les tracés au tout départ en fonction des régions que je connaissais, tu vois. On passe vers Megève parce que mes vacances estivales étaient à Pras-sur-Arly, donc juste à côté. Guignon, ça a été une base de vie dans le Charolais, c'est là où j'ai grandi, hein. Mes parents habitent encore là-bas. Donc tu vois, je fais passer par des endroits un peu perdus, certes, je reconnais. Des parties les plus dures de la RAF. Des toboggans du Charolais. Des toboggans, ouais. Et du coup, on y avait une base vie au stade Jean Laville. Et l'année dernière, on avait pris un orage. Je me souviens plus. Je roulais avec Jérémy au tout début de la nuit. Et là, on se fait surprendre par l'orage, vraiment un truc énorme. Et on arrive à 6 km de la base vie. Je vois un préau d'école et lui, il me disait, vas-y, je compte sur ton expérience pour me sortir de là. Et moi, j'étais là en mode, mais mec, j'ai autant peur que toi en fait. Mais on va quand même trouver, on va essayer. On voit un préau, il me dit, on est à 6 km de la base vie, t'es sûr que t'es sûr qu'on s'arrête là, qu'on continue pas? Je dis ouais, on s'arrête là, t'inquiète pas. On s'arrête et 30 secondes plus tard, il y avait des rideaux de flotte. Et là, il t'a dit merci. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut pas prendre de risques. Face à l'orage, déjà de jour, c'est compliqué de rouler sous un orage, mais de nuit, même avec du bon matériel, des bons freins à disque, un bon éclairage, c'est une prise de risque. Même pour une place, tu fais un classement. Moi, je pense que personnellement, je saurais pas. J'en ai fait des nuits sous l'orage, mais. Ouais, c'est compliqué. Faut partir avec l'âge de guerre, hein. C'est ça, faut avoir le couteau entre les dents, très clairement. Ouais. Et justement, par rapport à ton matériel, donc là, au moment où on enregistre, ton vélo est derrière moi, et tu n'as plus ton vélo rouge. J'ai un vélo de sponsor, affrété par le comptoir du cycle. C'est un vélo Salsa Avaya, avec des sacoches restrables, donc du bon matos. C'est plus lourd, c'est de l'acier. C'est moins rigide, donc plus confortable. C'est des freins à disque. Et il y a 3 jours, j'ai fait la descente du Mont du Chat, les 17 km sur Yenne sous l'orage. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas mal d'avoir un vélo comme ça. Parce qu'avec le BH, je pense que premier virage, j'aurais fait un tout droit.
Et qu'est-ce que tu as fait évoluer sur ton matériel? Par exemple, tu aurais été au départ cette année de Race Cross France. Qu'est-ce que tu aurais fait évoluer par rapport aux années passées? Et j'aurais bien aimé ne pas prendre le sac à dos, déjà. Même si, contrairement à ce que beaucoup pensent, même si, des fois je peux partir avec 12 kilos sur le dos. J'ai absolument pas mal. Mais je déconseille de le faire. J'ai pas mal parce que je me prépare en fait au quotidien. Je fais du renforcement musculaire du haut du corps pour mon travail parce qu'on a énormément de manutention. Donc on est obligé d'être un peu prêt à cette contrainte-là. Et un sac à dos de 12 kilos, moi j'ai l'impression que c'est rien du tout. Et l'année dernière, le sac à dos m'a peut-être sauvé dans le Galibier où je fais un tout droit dans un virage sous un orage assez apocalyptique, un orage de neige. En arrivant sur le Lotaré, le deuxième virage, j'étais en frein à patin et j'arrive. La descente côté Lotaré est quand même dangereuse. Ouais. Mais j'arrive à faire la descente. C'était vraiment une des pires descentes de ma vie. Mais j'étais très très concentré. Je me dis si je tombe là, c'est terminé. Il y a personne qui. Enfin, plus j'étais en hypothermie, donc je me dis faut vraiment pas tomber. Et je pense que le dernier virage avant le Lotaré, je vois le Lotaré, je commence à relâcher un peu. Et là, je vois à 55 et je vois la barrière qui arrive et j'essaie même pas de tourner, je me prends la barrière de face et je fais un soleil et je bascule de l'autre côté de la barrière sur mon sac comme une tortue et j'ai rien eu. Mais à part une grosse frayeur par contre. Mais là, tu m'étonnes. Ouais, donc, parce que pour ceux qui ont déjà descendu le Lotaré, enfin le Galibier mais versant Lotaré, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais. Il y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ah oui, t'es tout de suite dans la caillasse en plus donc ouais. Et là, je suis arrivé je suis arrivé au refuge du Lotaré, il y avait des pompiers et tout, ils m'ont dit, ils avaient peur pour moi, je leur ai dit c'est qu'un coup, je vais repartir, mais je vais peut-être avoir besoin de me réchauffer avant. J'ouvre la porte du Lotaré, et là, je vois un ami de Lyon, un mec avec qui je roule, et tout de suite, on a éclaté de rire, tout est redescendu. Mais là, c'est aussi ça qui est magique, ces moments-là où tout oublie tout. Et puis après, je me souviens, j'ai mangé avec un anisette et il m'a dit, ouais, reste ici un peu, peut-être c'est mieux cette nuit. Et du coup, là, j'ai dû perdre, en fait, je me suis arrêté à 14h cette journée-là. Ah, c'est pour ça, tu sais où sont les 1h. Ah, mais là, j'ai perdu. Ouais, je comprends ta remarque de tout à l'heure en disant, je sais où sont les 1h sur ce temps-là. J'aurais dû attendre 2 heures ou 3 au pied du Galibier pour repartir au final. C'est un pas en arrière pas pour 3 pas en avant, mais pour 6 pas en avant, là. Là, c'est vraiment, faut être patient, faut être humble face aux conditions météo, chose que je n'ai pas fait et que je regrette encore, même si j'en ai pas payé le prix fort. Mon vélo n'a eu aucun dégât. Et je ne sais pas comment d'ailleurs, mais bon. Et quand tu vois tous ces, tous ces nouveaux pratiquants, ces néo-pratiquants qui arrivent dans l'ultra-distance, dans la longue distance, dans les questions qu'ils peuvent te poser, quel est ton avis sur justement toute cette nouvelle vague? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Race Cross France, la moitié des participants ont moins de 35 ans. Ouais, donc c'est en train de donc venir... c'est très 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 jeune. Ouais. Mais quel est ton regard sur cette nouvelle vague justement de jeunes cyclistes qui se lancent dans le long, alors qu'on pouvait dire avant l'ultra distance, c'est un truc d'ancien, de personnes, BRM, voilà, Paris-Brest. Exactement, c'est pour les anciens, les plus de 60 ans, les voilà. Et là, moi je me rappelle une édition sur laquelle tu étais, tous les vainqueurs de toutes les distances avaient moins de 22 ans. Ouais. La troisième année, donc la deuxième fois où tu l'as fait, avait l'année où Clément gagne le 2005. Ouais. Donc 2020. Tous avaient moins de 22 ans. Ah oui, donc énorme. Là, ça a complètement et dans les rebattu complètement. Et dans les questions que l'on te pose, quel avis tu as justement sur cette nouvelle Je vois beaucoup d'approches compétition, pas vraiment, si, assez c'est en train vraiment de se structurer. Alors que moi j'ai envie de dire, ça dépend. Si tu veux faire une perf, tu optimises vraiment tout, ton entraînement, ton équipement, ta logistique. Tu repères un peu, tu regardes la map et tout. Après, si tu veux vraiment juste faire l'aventure, être finisher, laisse-toi un peu de marge et tu vas faire 2-3 erreurs de logistique, d'équipement, mais tu peux t'adapter en route. On est en France, c'est pas un désert non plus, donc faut se laisser un peu de marge de manœuvre. Enfin, ce qui était mon cas la première année, j'ai tout découvert. Je me souviens parfaitement. Mais ouais, c'était un peu l'école de l'ultra. C'est ça. C'était le début de l'histoire de Race Cross France. Et revenons un petit peu sur ton métier de tous les jours. C'est quoi une journée pour Pierre-Charles ?
C'est une course en fait. J'ai pas l'esprit compétiteur en ultra, j'ai plus l'esprit aventurier en ultra, mais l'esprit compétiteur, je l'ai au boulot. Au boulot, c'est beaucoup plus stressant en fait. C'est aujourd'hui particulièrement je roulais, j'avais la pression. Faut pas perdre de temps sur la pression dans les horaires de livraison, dans les distances à parcourir, dans la circulation peut-être. Ouais, la circulation c'est un jeu en fait, c'est Mario Kart au quotidien. C'est fluide, faut pas avoir peur, mais ça faut s'en détacher, faut juste être concentré sur ce qu'on a à faire, respecter les délais, les consignes, les missions, bien lire les fiches missions. J'ai fait une petite erreur ce matin, ça m'a rajouté du stress sur et j'en avais pas besoin, mais c'est vraiment de la compétition. J'ai vraiment l'impression d'être sur ce qu'on appelle sur ce qui s'appelle des allées 4, des courses de coursiers. Et en fait, moi c'est mon boulot, enfin j'en fais 5 fois dans la semaine et ou 6 parfois. Mais j'adore ça par contre, ouais. Donc c'est un peu j'ai l'impression d'être sportif pro, mais 5 ou 6 jours dans la semaine, et le week-end j'ai besoin d'être juste aventurier. D'évacuer dans les sommets du Mont du Lyonnais. Donc tu travailles pour la structure qui s'appelle Fend la Bise, donc t'es livreur coursier à vélo, et tu peux très bien transporter des prothèses dentaires, comme de l'électroménager, comme des plis. Il y a également un gros développement qui se fait sur le cargo. Moi, on habite la même ville, on habite à Lyon tous les deux, on se croise quelquefois, on se salue à chaque fois en levant le bras, parce que toi, tu vas dans un sens et moi dans l'autre, avec les enfants qui sont positionnés à l'arrière de mon cargo. Et c'est vrai qu'on vous voit de plus en plus, les coursiers, avec des remorques maintenant, ça aussi, chargés parfois de manière assez imposante. De toute façon, le métier est en train d'évoluer, parce que la tendance est vraiment... le coursier des années 90 au pli dans les rues de New York, San Francisco ou Genève, ça c'est en train c'est fini en France, enfin presque, c'est minoritaire en tout cas, et parce que ça se dématérialise, donc on est en train de prendre vraiment des colis de plus en plus lourds, donc il y a de plus en plus de manutention, et c'est l'évolution du métier qui le veut, hein. On s'adapte et on suit aussi l'air du temps. Et quel conseil tu donnerais, Pierre, aux personnes qui nous écoutent là et qui s'apprêtent à se lancer sur le 2500 km, le 1000 km dans quelques jours, le 500 ou 300, mais quel conseil tu donnerais à toutes ces personnes-là qui écoutent ton épisode, qui sont probablement déçues, tout comme nous, que tu ne sois pas au départ? Quel message tu voudrais leur faire passer? Déjà, n'y allez pas à vélo. Chose que j'aurais faite. Mais voilà, parce que ce qu'il faut préciser, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais parce que Pierre, il fait beaucoup de kilomètres, mais Pierre avait la particularité de se rendre sur les lieux de départ à vélo. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait 700 bornes ou 600 bornes, voire plus, quand le départ était... Et l'année dernière, c'était très particulier d'arriver au Touquet, d'arriver au départ, alors que pour moi, le Touquet, je vois le panneau, j'ai toute la décompression. Pour moi, le Touquet, c'est l'arrivée. Oui. Donc l'année dernière, j'étais complètement perdu, je comprenais pas. Bon, après, je me suis quand même bien remis dans la course. Mais ouais... c'est chouette en fait d'y aller à vélo, parce que pour moi la RAF ça évoque aussi les vacances en fait, c'est un peu comme la National 7 pour les anciens, c'est la route des vacances. Moi c'est la RAF, c'est un peu ça. Non, franchement c'est beau. Merci merci pour ces mots, mais c'est vrai qu'en termes d'empreinte carbone, toi t'es au top quoi. C'est-à-dire que c'est juste parfait quoi. Ouais, après c'est aussi ma façon de vivre, hein. Je fais tout à vélo parce que j'aime ça en fait, et ouais. Donc, hormis le fait que tu leur conseillerais de ne pas y aller à vélo, mais c'est au second degré, bien évidemment, hein, c'est surtout les encourager à avoir ce mode de déplacement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lance pour la première fois? Alors déjà, n'ayez pas peur de vous surprendre. Faut pas se fixer de limites, faut se détacher des chiffres. Faut vraiment se détacher des chiffres et prendre le départ et gérer au jour le jour son état de forme, et je pense qu'on peut ne pas avoir peur de se surprendre en bien, en fait. On se découvre, en fait, à travers l'ultra-distance. L'ultra-distance, ça nous pousse dans des retranchements dans lesquels aucune situation de la vie nous mettrait. Aussi dure qu'elle soit, l'ultra-distance, on se découvre vraiment tel qu'on est réellement, je pense, dans ces moments-là. Et ouais, moi c'est aussi ce que je recherche en fait. Justement, c'est quoi ton driver, Pierre? Toi, qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins? C'est un challenge permanent que j'adore en fait. Moi, c'est le défi.
Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un défi physique au quotidien et c'est découvrir des paysages, rencontrer des personnes. Ouais, c'est ça qui me motive. Et quels sont tes... Alors j'imagine que tu vas suivre... j'imagine, non, peut-être pas, remarque, parce que peut-être que par frustration de ne pas être au départ, tu vas zapper peut-être le suivi, mais, Si, mais c'est quoi tes futurs projets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres épreuves en fin d'année peut-être? Ouais, parce que là, pour des raisons une. professionnelles, t'as pas pu te libérer. Faire une course, enfin c'est pas forcément une course sur le papier, mais je vais quand même l'aborder comme une course parce que 1700 km c'est quand même pas rien. C'est Poco Loco, donc c'est ex-Milan. Et on va reprendre des routes que la RAF prend, je crois, le Mercantour. C'est possible, oui, parce que quand tu descends, oui, c'est possible. Et ça, c'est des régions que j'adore. Je trouve la plus belle partie des Alpes françaises, c'est le Mercantour. Et la RAF y passe d'ailleurs. Exactement. Donc, col de Cailleul, exactement. Pour moi, c'est un des plus beaux de France, avec la Pertaze que j'ai découvert il y a 4 jours. Ah, elle est magnifique. Tu connaissais pas l'Arpétase? Je connais pas, mais... 21 virages, un peu plus de 21 virages. Ouais, c'était assez C'est dingue. juste au-dessus de Talloires, vers la région d'Annecy. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous cliquez col de l'Arpétase. Honnêtement, magnifique. Ouais. Même si mériterait être connu. Il bascule sur rien du tout, mais c'est bluffant quand on sort là-haut. Ah ouais. On sort tu sors des sapins et. Ouais. Je crois que c'est 1200 de dénivelé sur 13 km, donc c'est quand même, ça fait pas rigoler. Puis il y a surtout un truc, c'est que le revêtement est très très rugueux et on y laisse du jus. En tout cas, moi j'ai laissé du jus. Il faisait 35 en bas là, très lourd. Et je l'ai fait sur un petit événement organisé par mes amis de Grenoble, du petit plateau 38 que je salue, qui organise des petits... Là, ça s'appelait la Dilettante. Donc, on faisait Grenoble jusqu'au lac de Saint-Guérin. Donc, c'était 234 bornes avec 6002. Donc, c'était pas mal. Et ça m'a permis de découvrir ça. Et ouais. Donc, mais la RAF aussi me fait découvrir des routes. Et c'est ça qui est génial. Je tenais à dire aussi, j'ai découvert des routes à 50 km d'ici, au niveau du lac d'Ambléon, là-bas, c'était très très beau, quoi. Et, ouais. On essaye, c'est vrai que c'est aussi une de nos missions de faire découvrir les petites routes de France. Hein. Je sais que les étrangers adorent ça. On a 18 nationalités cette année qui sont sur Race Cross France de 2023 et donc 6e édition. Ça fait plaisir de voir revenir les étrangers. Hein. Au tout début, on avait lancé les premières éditions avant le Covid, on était sur 12, 14 nationalités, puis ça a un peu chuté avec le Covid, et là, de voir 18 nations être au départ de cet événement, ça fait vraiment chaud au cœur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pierre? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. Déjà, c'est important. On se rend pas compte à quel point c'est un luxe d'être en bonne santé. Donc là, ouais, je suis clairement frustré. J'ai un énorme coup de blues de pas être au départ. Je vais pas mentir. Mais j'ai du travail, j'ai la santé, et j'ai tous mes amis aussi à Lyon, donc ce n'est que du sport, ce n'est que partie remise. Voilà, faut pas avoir... se donner rendez-vous en 2024. Ah ouais, avec grand plaisir. Faut ne surtout pas oublier que aussi dur que soit l'ultra distance, aussi dur que soit le métier de course à vélo, ça reste un luxe quand même, hein, c'est de vivre de sa passion, puis d'avoir cette pratique-là. On est quand même des privilégiés, donc il faut être humble et apprécier ça. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager, un dernier message peut-être, ou est-ce qu'on a fait le tour et on se donne rendez-vous à l'issue de ton 5e titre de finisher? Ouais, et déjà, non, je vais juste saluer et bonne chance et prudence aussi à tous les participants de la RAF que j'aurais bien aimé rencontrer. On se donne rendez-vous l'année prochaine avec grand plaisir. Merci Pierre. Merci Arnaud. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié à Race Cross France. Nous espérons que ces témoignages inspirants de femmes et d'hommes courageux qui ont relevé le défi de parcourir des milliers de kilomètres incroyables ont su vous captiver. Race Cross France est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme. C'est une aventure qui pousse les limites physiques et mentales des participants. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure unique. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires. Van Rissel, notre presenting partner, Assos, Komoot, The Beam, Bollé, Gollum et Olifat, pour leur soutien inestimable, ainsi qu'aux villes qui nous ont considérablement aidés dans la mise en place de l'événement. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiels pour la réussite de Race Cross France 2023. Nous vous invitons à rester connectés pour découvrir d'autres épisodes de notre podcast, à les partager à votre entourage.
ces épisodes qui mettent en lumière des histoires passionnantes autour de notre événement sportif captivant. Continuez à vivre pleinement votre passion pour le cyclisme et à vous fixer de nouveaux objectifs audacieux. Vous aussi, vous pouvez relever des défis extraordinaires et repousser vos limites. Merci encore de nous accompagner dans cette aventure. Restez à l'écoute pour de nouvelles inspirations et des découvertes sportives. À très bientôt sur le podcast Ultra Talk.